Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis cette musique en intro. Vous allez bientôt comprendre. Nous sommes en janvier 2024 et sur LinkedIn cette semaine, j'ai vu un post d'une femme disant « Soutenir les agriculteurs, oui, mais pas ceux qui détruisent la terre ». J'ai trouvé ce post violent. C'est un peu comme si on disait « Soutenir les humains, oui, sauf ceux qui prennent des antidépresseurs, sauf ceux qui prennent des médicaments et qui se détruisent de cette manière-là ». Doit-on laisser tomber les agriculteurs conventionnels, ceux qui labourent, qui utilisent de la chimie, qui arrachent des haies et élèvent des cochons en batterie? Si on ne les accompagne pas, que vont-ils devenir? Je reconnais que ma vision peut sembler un peu extrémiste pour certains, certaines. Ce n'est que ma vision. On doit laisser tomber les fermes-usines. D'ailleurs, le mot ferme ne va pas du tout avec le mot usine, mais il y a certaines unités de production de nourriture aujourd'hui qui ne sont plus des fermes. On parle de fermes-usines de 100 000 cochons en Chine, par exemple. Et cette viande-là arrive en France. Donc ça, on ne doit pas le soutenir. Ça, on doit le laisser tomber complètement. Ça devrait être détruit même. En revanche, les agriculteurs, qu'ils soient conventionnels, bio et tous les autres, les vrais agriculteurs qui cultivent leurs terres et qui sont maîtres de leur outil de travail, n'attendent qu'une chose, un revenu décent. Et je ne dis pas que les agriculteurs sont tous parfaits. Je pense que suspendre un cadavre de sanglier devant une préfecture, par exemple, est digne d'une grande bêtise. Mais je pense qu'avec un revenu digne, moins de stress, un agriculteur est plus enclin à entamer une transition agroécologique, surtout si en parallèle elle est soutenue, accompagnée, pour que les agriculteurs puissent pas à pas collaborer avec le vivant. Et les fermes engagées dans l'agroécologie attendent la même chose que les fermes en conventionnel, pouvoir être payées pour ce qu'ils font. Point. La solution est simple, mais elle n'est pas facile à mettre en œuvre, tant le problème est systémique. Des citoyens déconnectés de la terre d'un côté, habitués à acheter leur nourriture à bas prix, et qui pour beaucoup n'arrivent pas à joindre les deux bouts. De l'autre côté, un marché mondialisé qui ne valorise pas du tout les produits locaux. On se retrouve avec des aberrations comme du poulet qui vient du Brésil ou des potimarrons qui viennent du Pérou dans les supermarchés. De nature optimiste, je ne suis pourtant pas optimiste sur la possibilité que les personnes à la tête de l'État et de l'Europe, qui sont censées prendre soin des citoyens de leur pays, donnent aux agriculteurs ce qu'ils attendent. Parce qu'en leur donnant ce qu'ils attendent, en leur permettant d'être plus autonomes, ils savent pertinemment qu'ils vont perdre leur puissance, leur domination. Et même si dans un monde idéal, les demandes étaient exaucées, cela ne ferait que mettre un petit pansement sur une plaie bien trop grande. Et cette plaie, c'est un système agroalimentaire violent car relié à un modèle sociétal lui aussi violent, où les personnes les plus importantes de la planète, les paysans, sont les personnes les moins bien payées et considérées. Le sujet est très complexe, et ceci n'est que ma vision. D'ailleurs, si vous êtes paysan ou paysanne, je sais que une partie de mes auditeurs auditrices ont une ferme, je serais très heureuse de vous lire. Mon adresse mail, c'est opaline@agroécologievoyageuse.com. Alors voilà quelques idées pour vous qui écoutez ce podcast. Boycottez totalement tout produit importé qui peut être produit en France. Soutenez si vous le pouvez les paysans et paysannes en allant leur donner un coup de main sur leur ferme, en créant du lien avec eux, en finançant leurs projets sur des plateformes de crowdfunding comme Mimosa ou Bluebees, en soutenant les structures qui accompagnent la transition agroécologique. Cultivez votre autonomie, votre jardin, devenez un peu, beaucoup, passionnément paysan. Et le plus important, écoutez les paysans et paysannes. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de papoter autour d'un café avec un exploitant agricole, conventionnel, ou un paysan ou une paysanne qui prend soin du vivant? Avez-vous pris le temps d'écouter cet être humain, son histoire, ses joies et ses problèmes, pourquoi il en est arrivé là? De sentir ce que ça fait à l'intérieur de vous, de ne pas être d'accord, ou juste de ressentir le désarroi de cette personne. Donnez votre point de vue et écoutez celui de l'autre sans jugement. Cet exercice n'est pas facile, mais il est essentiel de muscler
le muscle du non-jugement, dans un monde où tout est fait pour cliver. La réalité diffusée autour de nous, médias et compagnie, la réalité qui se crée autour de nous est une réalité violente, qui sépare plutôt que de relier. Il ne tient qu'à nous de tisser des liens, un peu plus, chaque jour. Pour revenir au titre de cet épisode, Agriculture et non-violence, j'aimerais partager ici quelque chose d'essentiel, qui est au cœur du podcast et qui a été dans l'ADN de l'école d'agroécologie voyageuse pendant 3 ans. Nous devons créer un récit d'une agriculture qui relie, donc une agriculture qui va vers la vie, plutôt que d'être mortifère. Une agriculture non violente. Petit warning, une agriculture non violente n'est pas une agriculture sans mort, puisque la mort fait partie des cycles de la vie, et si vous écoutez le podcast depuis quelque temps, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vous propose donc de vous lire un article de l'agronome et anthropologue Jacques Kapla, écrit en 2019 dans la revue Nature et Progrès. Cet article m'a profondément inspiré sur le caractère profondément non violent de la véritable agroécologie, et pas celle qui est faite pour la com, pour le business. Cet article m'a permis de poser un autre regard sur la non-violence qui est, pour reprendre les mots de Colin Perrault, auteur du podcast Culture d'empathie, au Québec, de chercher à être en lien. La non-violence, c'est de chercher à être en lien. Merci à Célia Grincourt, créatrice du podcast La force de la non-violence, de m'avoir permis cette découverte. Vous pourrez écouter l'interview complète de Jacques Kapla par Célia Grincourt en rediffusion bonus dans l'épisode qui suit. Jacques Kapla dit la chose suivante. Parfois, ce que je préconise en bio peut être ressenti de manière très violente. Remettre en cause ses pratiques, c'est remettre en cause sa vie. C'est violent. Mais parfois, c'est la seule solution pour éviter une violence plus grave. Celle qui tue, qui détruit le vivant. Le chemin qu'entreprennent avec courage certains paysans, certaines paysannes, pour se regarder droit dans la glace et aller vers une agriculture plus vivante, est un chemin difficile, truffé de défis, qui demande d'abandonner des parts de vie. J'admire ces êtres humains, car je ne suis pas paysanne. J'ai eu peur de m'installer. Ça faisait trop pour moi. Trop d'un coup, en même temps que je crée l'école d'agroécologie voyageuse. Et aujourd'hui, je prends le temps d'attendre un petit peu pour voir si j'ai vraiment envie de m'installer. Donc je ne peux pas me mettre vraiment à votre place, vous les agriculteurs et agricultrices. Mais quand je vous rencontre et que vous me racontez comment la joie est revenue parce que vous vous êtes reliés au vivant, parce que vous avez baissé les armes un petit peu, vous vous êtes reliés à l'écosystème précieux de votre ferme. C'est magique. Vous qui m'écoutez et qui portez un intérêt pour l'agroécologie, j'espère que cet épisode vous donnera une bouffée d'inspiration, une voie à explorer en ces débuts d'année chaotiques pour le monde agricole. Donc vous pourrez retrouver cet article dans le lien en description si vous préférez le lire ou si vous avez envie de le lire après l'avoir écouté. Donc l'article s'intitule « L'agriculture bio, une incarnation agricole de la démarche non violente ». Dans le film d'Hayao Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent, des bribes d'humanité ayant survécu à une guerre apocalyptique survivent tant bien que mal dans de petits territoires jardinés entourés d'une forêt toxique invasive. La situation semble d'autant plus désespérée que toute attaque humaine contre un animal issu de la forêt toxique est immédiatement sanctionnée d'une riposte meurtrière de la part de gigantesques insectes indescriptibles, les omus. Les seuls moyens pour les survivants d'éviter la colère implacable des omus sont de s'abstenir de toute action négative envers la faune de la forêt toxique, ou en cas de crise que l'un d'entre eux se sacrifie pour apaiser les monstres justiciers. Ce n'est qu'en risquant sa vie par une passivité bienveillante qu'un humain peut convaincre les omus de stopper leur vengeance. Ce cadre narratif constitue naturellement un éloge de la non-violence, seul capable d'enrayer la spirale destructrice entre humains et forêt toxique, d'autant plus qu'il s'inscrit dans un récit dont le propos pacifiste est central.
mais il présente également des similitudes troublantes avec les principes de l'agriculture biologique. Chaque fois qu'un animal issu de cette forêt post-apocalyptique fait une incursion dans les sanctuaires jardinés, le choix de le combattre entraîne une répression terrifiante de la part de cette nature sauvage. A l'inverse, c'est par le lâcher-prise et l'acceptation de pertes limitées que les humains évitent le pire et assurent leur survie, donc le maintien d'un équilibre vital. Non seulement les jardins humains ne peuvent perdurer qu'en évitant toute confrontation avec le monde sauvage extérieur, mais une éventuelle élimination d'un prédateur aura, à moyen terme, plus de conséquences négatives que positives. Cette formulation symbolique et artistique met en évidence la similitude qui existe entre les démarches de non-violence politique et celles d'intégration écosystémique en agriculture. Lorsqu'un maraîcher accepte que 5% de ses légumes soient consommés par des insectes, larves ou parasites, et constituent la part de la nature, il s'inscrit dans une démarche de non-violence. Je leur vois, en effet, deux dimensions essentielles en commun. En premier lieu, ce choix du lâcher-prise n'est pas une passivité mais une stratégie rationnelle. Traiter systématiquement contre les parasites, maladies ou prédateurs provoquera, à moyen et long terme, bien plus de dégâts que ce que cet acte aura évité à court terme. Les ravages environnementaux et agronomiques de l'agriculture conventionnelle en sont une preuve de plus en plus éclatante. Songeons par exemple aux abeilles, dont la destruction par les pesticides met à terme en danger l'acte agricole lui-même. La rationalité agroécologique est similaire à celle qui conduit à privilégier la résolution non violente des conflits, seule solution pour éviter une spirale incontrôlable. La non-violence dans les relations humaines, tout comme la non-éradication en agriculture, constitue la voie la plus efficace pour éviter de voir la situation dégénérer. Le lâcher-prise est un réalisme. En second lieu, ce choix implique une capacité d'empathie, condition de la mise en relation. L'agriculture biologique n'adopte pas une posture d'hostilité vis-à-vis des écosystèmes dans lesquels il s'insère. L'agriculteur respecte ces écosystèmes comme ayant une légitimité propre. Plus encore, il les conçoit comme une continuité de lui-même. Il ne fait pas preuve de générosité puisqu'il ne prodigue pas un bien qui lui appartiendrait en exclusivité, il accepte tout simplement de ne pas être le maître du vivant et de laisser chacun trouver sa place dans les limites de sa rentabilité économique. Est-ce si différent de la faculté nécessaire du non-violent de se mettre à la place de son adversaire et de renoncer à dominer ou humilier? L'agriculteur biologique doit impérativement se relier avec l'ensemble du monde vivant et prendre conscience de cette continuité. Le non-violent doit impérativement se relier avec l'ensemble de l'humanité et accepter de respecter ses adversaires en raison de cette commune humanité. La violence rompt, la non-violence et l'agriculture biologique relient. Au-delà de ces deux principes fondamentaux qui rapprochent l'agriculture biologique de la démarche consciente de non-violence en tant que technique d'action et choix de vie, il est patent que l'agriculture biologique est fondée par ailleurs sur des pratiques évitant la violence. Quoi de plus violent, en effet, que la logique agro-industrielle mondiale qui spolie des communautés paysannes de leurs terres, qui écrase les paysans dans des négociations commerciales inéquitables au profit des actionnaires des multinationales et de la grande distribution, qui réduit les éleveurs hors sol à une variable d'ajustement pouvant être sacrifiée à tout moment? Quoi de plus violent que l'enfermement d'animaux dans des usines concentrationnaires insoutenables,
que la réduction du sol a un rôle de substrat inerte dont la vie foisonnante est décimée par les pesticides et le surlabour, que l'artificialisation quasi définitive des terres fertiles en route, en autoroute ou en zone commerciale, que la destruction des haies et autres milieux de la vie nécessaires à la biodiversité, quoi de plus violent que la sélection des vaches dans le but de les faire produire un maximum de lait en quelques courtes années de vie surmédicalisées, ou d'accoucher de veaux énormes imposant des césariennes systématiques. En tournant le dos à ces pratiques, et mieux en les dénonçant explicitement, et en mettant en œuvre des techniques agricoles et commerciales respectueuses du vivant et des humains, l'agriculture biologique contribue à faire baisser le niveau de violence et à légitimer des alternatives. Il convient de prévenir un fréquent malentendu. L'agroécologie paysanne, comme la non-violence, sont des démarches, pas de religion. En tant que façon d'être au monde, elles fournissent un état d'esprit, la relation plutôt que l'hostilité, et des techniques. Mais elles s'inscrivent dans des situations complexes, qui dépassent leurs partisans et qui obligent à tenir compte des autres acteurs impliqués, de l'histoire et du temps. Gandhi lui-même reconnaissait que dans un monde dont il n'a pas dicté l'histoire et les comportements humains, il peut exister des situations où la violence constitue un ultime recours. Un éleveur bio évitera scrupuleusement la médicalisation, mais il ne laissera pas mourir un animal. Le cas échéant, il pourra s'autoriser un antibiotique en dernier recours. Un maraîcher bio évitera scrupuleusement d'utiliser des pesticides et organisera une régulation écosystémique, mais il pourra en cas d'urgence recourir à un pesticide naturel peu rémanent, mais visant tout de même à réguler, donc combattre une maladie ou un parasite. Tandis que l'arbitrage entre méthodes non violentes privilégiées et recours exceptionnel à une violence contrainte et contrôlée relève avant tout de questions morales, l'arbitrage entre lâcher-prise agroécologique et recours exceptionnel à des interventions obéit quant à lui essentiellement à des motivations économiques. Dans un monde idéal où l'ensemble des coûts cachés des pollutions seraient réintroduits dans le prix des aliments et où les aléas naturels liés à des pratiques bio extrêmes seraient couverts par une solidarité totale, les paysans bio pourraient éviter une grande partie de leurs interventions régulatrices. Dans le monde réel actuel, la rentabilité d'une ferme impose d'assurer une récolte et de réduire la porosité au monde sauvage. Quoi qu'il en soit, il restera toujours une vraie question philosophique et morale. Jusqu'où la violence d'autrui, ou du monde sauvage, tels les prédateurs, peut-elle être sublimée par une réponse non violente, et à partir de quel seuil suis-je fondé à répliquer ? Tant que cette question essentielle pourra être posée et débattue, en admettant qu'elle constitue un déchirement par rapport à l'horizon du lâcher-prise, et en prenant soin de faire régulièrement évoluer la réponse en fonction de la situation et des techniques disponibles, l'agriculture biologique restera une incarnation agricole de la démarche non violente. Alors pour terminer cette lecture, j'aimerais vous partager quelques extraits de l'épisode où Célia Grincourt échange avec Jacques Kapla pour vous inviter à écouter l'épisode complet que je rediffuse juste après dans le fil des épisodes. Est-ce que l'agriculture conventionnelle est une machine à tuer ? En quelque sorte, oui. C'est ça qui est terrible, parce qu'évidemment, c'est pas comme ça que le définiraient les agriculteurs eux-mêmes. Beaucoup d'agriculteurs sont vraiment pris dans un système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont vraiment par conviction dans cette approche-là, en fait. Ils le sont par habitude, par nécessité économique, et vraiment l'habitude joue un rôle très important. Ils sont formés à ça, et ils ont appris à voir le monde comme ça, et à voir les pratiques agricoles comme ça. Et donc je veux surtout pas les juger ou les stigmatiser, mais c'est une réalité que les techniques qu'on les amène à mettre en œuvre sont des techniques de guerre, sont des techniques de mort. Quand on décide d'éliminer un parasite, c'est une technique d'éradication extrêmement violente, en fait. Alors qu'en agriculture biologique, on va pas éradiquer un parasite
parasites. Il y a un niveau d'équilibre. Il y a un niveau au-delà duquel le nombre d'organismes qu'on tue est sans commune mesure avec le gain en rendement qu'on obtient. Et vraiment, en agriculture conventionnelle, fondamentalement, la logique action-réaction du réductionnisme, ça va être un problème, une solution. Et la solution au problème, en général, c'est on l'élimine. C'est-à-dire, on a un parasite, on l'élimine, sans se tenir compte de ce que la destruction de ce parasite va provoquer sur le reste de l'écosystème, qui va peut-être, dans les années qui suivent, provoquer un nouveau problème qu'on aura à nouveau à régler par une élimination qui provoquera un nouveau problème, etc. Moi, je me rends bien compte que ce que je préconise en termes de bio, pour certains agriculteurs, si on n'a pas déminé d'avance la relation, ce qu'on veut dire derrière, etc., ils peuvent le ressentir de façon très violente, comme une remise en cause de leur vie, en fait. De changer de pratique, c'est une remise en cause de leur vie. Et c'est violent, ce genre de choses. C'est une autre forme de violence. Mais parfois, c'est la seule solution pour éviter une autre violence qui, elle, est celle qu'il faut éviter à tout prix, qui est la violence qui blesse, la violence qui tue, qui détruit le vivant, etc. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.